Bonjour à tous, nous sommes en direct du Presse Club de France à Paris, en présence de nos amis journalistes ici présents dans la salle. Donc bonjour à tous, je vous remercie. Bonjour à tous les internautes, puisque nous avons invité tous les journalistes de province, de la presse quotidienne régionale, la presse régionale et des presses audiovisuelles dans toute la France aussi, à venir nous rejoindre sur Facebook. Donc bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous avons à vous présenter quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. C'est un moment très important, puisque quand vous allez voir le déroulé de cette conférence de presse, vous verrez que vous ne serez pas déçus de la qualité de ce que nous pouvons faire au niveau culturel 100% français. Alors, j'ai à côté de moi Roland Couture, que l'on peut voir ici. Roland Couture, vous êtes ingénieur, vous avez fait un passage par la course au large à la sortie de l'école, vous avez fait le championnat de France, le championnat du monde, l'Admiral's Cup, vous avez fait le Tour de France à la voile, beaucoup de navigation dans beaucoup de mers du monde, en fait beaucoup d'aventures et des fortunes de mer, pas toujours faciles quand la mer est démontée. Vous avez été longtemps conseiller en stratégie d'entreprise pour de grands groupes, au sein de grands cabinets ou à la tête de petites structures ou de filiales de groupes de conseil. Vous êtes enseignant en parallèle, au sein de grandes écoles d'ingénieurs et de management comme Centrale, etc. Vous êtes un économiste, vous avez même écrit un livre en 2011 qui était déjà précurseur de ce qui va se passer aujourd'hui, qui s'appelle « Croissance, crise et mutation économique », qui est paru aux éditions L'Harmattan avec une préface de Christian de Boissieu, si je ne me trompe pas. Vous décrivez à ce moment-là, dans ce livre, la mutation économique en cours et le basculement vers une nouvelle économie à dominante dématérialisée. On y arrive. C'est à cette occasion que vous découvrez le métier d'auteur et de monologue de l'écrivain. Et de la page blanche, bien entendu. La frustration de ne pouvoir échanger facilement avec son lectorat et s'enrichir de cet échange. Et à ce moment-là, vous découvrirez aussi l'étroite collaboration entre l'auteur et son éditeur, et puis le rôle essentiel de ce dernier, un métier et passion et de prise de risque dont vous avez toujours été admiratif et vous l'êtes encore aujourd'hui. Voilà un peu ce que je voulais dire. Cet événement d'aujourd'hui, vous allez annoncer aujourd'hui le lancement de la première brique d'une plateforme collaborative multimédia associant lecteurs, auteurs et maisons d'édition. Vous présentez ce service comme la première étape, j'ai bien dit la première étape, d'une série d'innovations, de ruptures à venir avec l'ambition de révolutionner les pratiques culturelles en commençant par la lecture de livres. Nous irons après dans d'autres univers que seront la musique, la peinture, que sais-je, la danse, etc. En quoi consiste ce que vous allez nous présenter aujourd'hui, Roland ? Bonjour Jacques-Lionel Aubert, bonjour à tous. Bonjour à tous les internautes. Et bonjour à tous les internautes. Et merci d'être là et de nous suivre. Ce que nous allons vous donner accès aujourd'hui en avant-première, c'est la première brique de la plateforme collaborative qu'on va mettre en ligne et ouvrir au public à partir du 14 juillet prochain. Donc c'est la version bêta de cette première brique qui est un réseau social culturel multimédia. Vous avez choisi le 14 juillet, c'est pas pour rien, je suppose. Non, c'est parce que c'est une fête nationale et que c'est une entreprise française qui met en service cette plateforme collaborative qui est la première du web.
La prochaine brique viendra d'ici la rentrée littéraire. C'est une librairie en ligne qui est une des fonctions du réseau social, à partir de laquelle on pourra donc choisir et acheter des livres numériques. Plus de 40 000 livres numériques seront en ligne à partir de la rentrée littéraire prochaine. Et pendant tout l'été, entre les deux, on va effectivement ne pas cesser d'améliorer, d'enrichir les fonctionnalités du réseau social. Et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter à la librairie en ligne. Ces deux éléments-là, c'est les deux premières briques, effectivement, d'une longue série d'innovations, d'une feuille de route que nous avons pour introduire des innovations de rupture sur les 5 à 7 ans à venir. Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, si au moment de redonner l'occasion. On peut dire le nom de cet univers, ça va s'appeler Prodige, P-R-O-D-2-E-J. Absolument. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce nom ? Parce que Prodige nous plaisait bien, faisait bien référence à effectivement les notions de révolution qu'on voulait introduire. Et puis, tout bêtement, parce que prodige.com était pris. Donc, ça sera prodige.fr. Ça sera prodige.com, mais prodige avec 2 E, P-R-O-D-E-E-J. Parfait. Puisque nous parlons de ça, on va dire 2 mots sur l'entreprise que vous avez fondée. Vous l'avez créée, c'est une entreprise française indépendante, je précise bien, qui a été créée en août 2016 à Marseille. Et vous avez obtenu, peu après sa création, la confiance des maisons d'édition comme l'Harmattan, comme Actes Sud, qui donnent leur accord pour la diffusion de leurs ouvrages numériques, ce qui est très important. Et bien sûr, les autres éditeurs vont suivre, puisqu'il y a déjà des personnes qui vous ont contacté, je le sais. Et ensuite, vous avez été élu dès sa création, initiative remarquable par Initiative France et le réseau de soutien entrepreneurial dirigé par Louis Schweitzer. C'est ça ? Tout à fait. Et dans la foulée, Prodige obtient le soutien financier de BPI France. Absolument. Ça n'empêche pas d'avoir d'autres investisseurs s'ils le souhaitent. Absolument. On est d'ailleurs en discussion très avancée avec un fonds d'investissement franco-suisse qui devrait rentrer au capital courant septembre, et d'autres investisseurs s'intéressent actuellement à notre service. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer cette entreprise ? En fait, à l'origine, quand un sujet m'intéresse ou qu'un livre me passionne, je n'ai pas envie d'en sortir. Je veux tout savoir à son sujet, peu importe le format, que ce soit de l'écrit, des représentations graphiques, de l'image, de la vidéo, du son, de la musique. Je veux tout capter. Et j'ai surtout très envie de le partager avec d'autres, de leur faire partager ce savoir que j'ai acquis ou ces émotions, et puis de m'enrichir de leur réaction à ce sujet-là. Je me suis rendu compte en tant qu'auteur que le métier d'auteur était un peu frustrant, parce qu'on écrit quelque chose, un monologue, on le met dans le public et on n'a pas beaucoup d'échanges et de retours avec le lectorat. Et ça me manquait. Je me suis rendu compte que d'autres auteurs étaient dans la même situation que moi. Et je me suis rendu compte aussi que l'éditeur était aussi frustré de ne pas pouvoir échanger avec les lecteurs de ses ouvrages. Et donc, j'ai eu envie de donner à chacun la possibilité de partager ses sujets d'intérêt, ses émotions ou ses passions, à partir des mots et de l'imaginaire qu'ils suscitent. D'accord. Alors, je rappelle à tous les internautes que vous pouvez poser vos questions sur le site du Presse Club. Vous pouvez poser vos questions et nous y répondrons tout à l'heure sans aucun problème. N'hésitez pas. En plus des journalistes présents, bien entendu. Quelle est votre ambition en mettant ce service sur le marché ? C'est quoi votre idée ? Parce que nous ne sommes plus au XXe siècle, on est au XXIe. Internet et le numérique ont désormais profondément et durablement modifié nos pratiques quotidiennes, ça c'est sûr. Nous ne sommes plus subordonnés à l'ordinateur d'entreprise, à la télévision, au téléphone ou à la chaîne stéréo familiale. Oui, en fait, nous disposons désormais d'ordinateurs, de tablettes, qui nous permettent de choisir et de gérer les contenus qu'on veut. Nous entrons en fait dans une ère nouvelle, celle de la dématérialisation des activités, celle de la personnalisation et la disponibilité des contenus, celle du décloisonnement des activités.
Donc c'est vraiment un monde nouveau dans lequel on rentre, et de notre point de vue, la lecture et la culture ne pouvaient pas rester à l'écart de cette évolution-là. On a donc décidé d'exploiter les possibilités de la technique pour donner la possibilité de développer des nouveaux usages de la culture. Et surtout, donner la possibilité aux utilisateurs de construire leur propre patrimoine culturel et de le partager avec la communauté de leur choix. Donc chacun va pouvoir se faire son prodige à lui. Chacun va pouvoir se créer son univers, ses univers personnels, et les partager, et les enrichir et les partager avec d'autres. Alors, en quoi consiste votre service que Prodige va apporter aux internautes, aux lecteurs? Qu'est-ce que vous allez apporter? Prodige est une plateforme collaborative qui associe lecteurs, auteurs et maisons d'édition. Chacun peut y créer des univers culturels en agrégeant autour de lectures de référence des images, des représentations graphiques, des articles de presse, des vidéos et des musiques, voire bientôt des podcasts d'émissions, tout ce qui permet d'enrichir le texte et de le partager avec d'autres. On peut à partir de ces contenus littéraires enrichir d'éléments trouvés sur Internet, ou téléchargés depuis son ordinateur, ou apportés par la contribution d'autres internautes à l'univers qu'on a créé. Parce que j'ai un exemple assez précis. Il y a des personnes qui veulent acheter un livre, admettons, ou lire un livre, et pour savoir ce qu'en pensent les lecteurs, ils sont obligés d'aller sur plusieurs sites pour savoir la vérité, parce que ça veut dire que chez vous, on va pouvoir trouver l'expression de ce que ressentent les lecteurs sur tel ou tel bouquin de tel éditeur, et de pouvoir l'exprimer sur Prodige. On va pouvoir trouver évidemment ce que d'autres êtres humains, et non pas des machines, ont pensé de cet ouvrage, les émotions que ça a apportées. On va pouvoir trouver aussi ce que d'autres êtres humains, en tant que lecteurs, mais aussi en tant qu'auteurs, tout ce que l'auteur a voulu rajouter, qu'il n'a pas pu dire dans son livre, et qu'il voudrait partager, et qui l'ouvre au partage avec des lecteurs. Et on va pouvoir trouver aussi toute l'animation, tout l'intérêt de l'éditeur pour cet ouvrage-là, pour ce thème-là, et tout ce qui caractérise son identité culturelle d'une manière générale en tant qu'éditeur. Donc, c'est le socle de base de Prodige, ça. C'est le socle de base de Prodige, c'est ce que nous commençons à mettre en ligne à partir du réseau social, qui est vraiment la partie de base de la plateforme collaborative, et qui, à partir de la rentrée littéraire, aura une fonction complémentaire qui est la librairie en ligne. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse au grand public, ça s'adresse aux auteurs, vous l'avez compris, ça s'adresse aux éditeurs. Pour les auteurs, ça leur permet de sortir en tout cas pour ceux qui partagent ma frustration que j'ai eue en tant qu'auteur, ça leur permet de sortir de ce monologue pour pouvoir, premièrement, enrichir ce qu'ils ont dit dans l'ouvrage, parce qu'on a toujours des choses en plus à dire qu'on n'a pas pu dire pendant l'ouvrage, et donc ils vont pouvoir le rajouter sous forme de compléments, de biographies, d'articles, de vidéos ou autres. Et puis ça va leur permettre d'engager le dialogue avec leurs lecteurs, puisque les lecteurs vont pouvoir contribuer aussi à l'enrichissement en apportant leurs propres éléments multimédia au propos de l'ouvrage. Pour l'éditeur, premièrement, ça lui permet aussi de rencontrer ses lecteurs, les lecteurs de sa ligne éditoriale, et puis c'est aussi une vitrine. Ceux qui n'ont pas souvent l'occasion d'avoir aujourd'hui, c'est une vitrine sur Internet, c'est une vitrine où il va pouvoir affirmer son identité culturelle, où il va pouvoir se distinguer, mais surtout où il va, d'une certaine manière, changer de métier ou compléter son métier, puisqu'il va devenir un vrai animateur de thématiques qui ont été traitées par plusieurs de ses auteurs, et qui va animer en rajoutant des compléments, que ce soit des compléments multimédia là-dessus. Enfin, pour les lecteurs, on s'adresse à deux types de lecteurs. Ceux qui aiment lire et qui l'affirment, pour lesquels la lecture est un loisir et un but en soi, ce qu'on appelle les lecteurs affirmés. Et puis ceux pour lesquels la lecture est un moyen parmi d'autres de creuser un sujet ou de prolonger une émotion, ce qu'on appelle les lecteurs utiles. Ces deux vont pouvoir s'y retrouver en fonction de leur goût,
soit par le partage qu'ils vont faire avec l'auteur ou la maison d'édition, et puis surtout par le fait de pouvoir créer des univers, les enrichir d'éléments multimédia, et puis les partager avec d'autres lecteurs, avec l'auteur ou avec d'autres. Voilà à qui s'adresse Prodige. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que Prodige apporte de nouveau? Apparemment, il y aurait peut-être 3 nouveautés dans Prodige. Effectivement, on apporte principalement 3 choses nouvelles. La première, c'est la possibilité de créer des espaces multimédia d'enrichissement autour de sujets de son choix. Le deuxième élément, on en a parlé, c'est l'interactivité. L'interactivité entre les lecteurs, l'interactivité avec l'auteur, l'interactivité avec les maisons d'édition. Le troisième élément, c'est le modèle économique de Prodige, qui est aussi tout à fait novateur, puisque le réseau social, l'accès au réseau social, l'accès à l'enrichissement tel que je vous l'ai présenté est totalement gratuit et ouvert à tout le monde. On ne paye en tant qu'utilisateur que quand on achète un livre, exactement comme on le ferait ailleurs. En fait, le revenu de Prodige n'est pas lié à la publicité. Le revenu de Prodige est lié à une commission que nous prélevons sur les ventes, comme le fait un libraire, par exemple. Voilà. Et ce sont les fonctions de vente qui alimentent toute la valeur ajoutée du service qu'on offre en premier. Est-ce que c'est suffisant? Selon nos estimations et nos calculs financiers, si nous arrivons à occuper 2% du marché français du e-book, ce qui, sur l'ensemble du marché de l'édition, n'est pas grand-chose, à partir de là, on commence à faire des bénéfices. Où en est aujourd'hui le marché du livre numérique? Le marché du livre numérique se porte fort bien. D'abord, il faut préciser, parce que peut-être pas beaucoup de monde l'a en tête, que l'industrie du livre, c'est le premier marché de divertissement dans le monde. Devant, aujourd'hui, les jeux vidéo, le cinéma, la presse et les magazines, la musique. Je crois que c'est 105 milliards de dollars dans le monde. Je n'ai pas tous les chiffres en tête. Là-dedans, le livre numérique se développe très vite. Je crois que dans le monde, il représente aujourd'hui, de mémoire, 16 milliards de dollars, le marché du livre numérique. En France, il a cru de 45% entre 2012 et 2016. On estime, selon les chiffres des observateurs, qu'il devrait atteindre un demi-milliard d'euros d'ici 2022. Voilà, en gros. Une croissance annuelle, j'ai lu, d'à peu près de 41% sur la période 2009 à 2016. C'est ça. En Angleterre et aux États-Unis, les ventes en nombre, les ventes de e-book ont déjà dépassé les ventes de livres papier. On était à 12% en 2013, on est à 26% en 2018. Dans le monde, tout à fait. Dans le monde. Cela veut dire que si, admettons, je suis intéressé par un livre, prenons l'exemple de Cyrano de Bergerac, ça veut dire que si je me crée mon Prodige, je peux très bien avoir quelqu'un qui est sur Prodige, mais qui lui est intéressé par la pièce de théâtre de Cyrano de Bergerac ou le film. Absolument. Donc ça peut être la pièce de théâtre avec Belmondo ou le film avec Depardieu. Tout à fait. Ça veut dire qu'on est dans le même univers, quand même, quelque part, la même envie d'aborder Cyrano de Bergerac sous toutes ses formes. Absolument, on peut effectivement rajouter. Alors aujourd'hui, ce sont des contenus gratuits qu'on rajoute, prélevés sur Internet. Donc on peut rajouter des bandes annonces, des extraits vidéo du film ou de la pièce de théâtre. On peut rajouter des représentations graphiques de Cyrano. On peut rajouter toutes sortes d'éléments, des articles qui en parlent, des articles de l'époque, si on en trouve, qui en parlent, etc. Tout ça, on peut enrichir complètement. Et puis surtout, cet enrichissement, il n'est pas fermé. C'est-à-dire qu'il est ouvert à tout le monde. Et puis, tout le monde peut venir rajouter ses propres ingrédients. On a vu dernièrement à une émission sur France 2 qu'un monsieur était arrivé pour vendre le faux nez de Cyrano de Bergerac. Donc, c'était avec Sophie Davant. Et ce monsieur, il a vendu aux enchères ce nez. Il y en a eu 2 exemplaires.
et qui ont été utilisés pour la pièce de théâtre par Belmondo. Donc on peut aller jusqu'au collectionneur par rapport à Cyrano de Bergerac, je prends cet exemple, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Bien sûr, on peut rajouter une comédie aussi musicale à tout ce qu'on veut. Oui, ou des photos de, je sais pas, de lieux particuliers qui ont trait à Cyrano de Bergerac. Et donc on peut aller très loin dans les univers. Alors. On peut aller très loin dans les univers, c'est du multimédia. C'est ce qui est prévu pour Prodige. C'est ce qui est prévu, absolument. C'est ouvert à toutes les formes. C'est ça qui était d'expression. Très important. Aujourd'hui, c'est vrai que le marché du e-book atteint un demi-milliard d'euros pour 2022. 2022, tout à fait. Vous avez des précisions là-dessus ou... Non, ce sont les précisions de grands cabinets d'études. Alors comment vous allez vous financer d'ici là? Alors, pour nous financer, il faut peut-être préciser l'essentiel des dépenses qu'on fait. L'essentiel des dépenses qu'on fait sont avant tout des dépenses dans la technologie. Je vous donnerai tout à l'heure quelques éléments sur les évolutions qu'on va apporter dans les mois à venir et dans les années à venir. Ça représente des gros investissements sur le plan technologique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième poste de dépenses important, c'est effectivement toutes les actions que nous conduisons pour gérer les internautes, gérer les followers, gérer les lecteurs qui sont sur la plateforme. Le troisième élément, c'est tout l'accompagnement qu'on fait par rapport aux maisons d'édition, parce qu'on est dans des très étroites collaborations avec les maisons d'édition. On est fréquemment chez elles. Et donc c'est un poste d'investissement, ainsi qu'avec les auteurs. On a des liens directs avec les auteurs. C'est donc des postes qui sont importants pour nous. Alors jusqu'à présent, on s'est financé grâce à France Initiative, enfin Initiative France, pardon, ils ont changé de nom. Initiative France, le réseau qui est donc dirigé par Louis Schweitzer, qui nous a financé dès le début, et puis BPI France. Et je dois dire qu'en France, on a vraiment une chance en termes de compétitivité dans l'innovation, de bénéficier d'institutions et d'initiatives comme Initiative France et BPI France. Est-ce que vous recherchez d'autres investisseurs? Absolument. Alors d'abord, on est en discussion aujourd'hui très avancée avec un fonds d'investissement franco-suisse qui devrait rentrer au capital de Prodige en septembre. S'il y en a qui veulent se révéler, amis internautes, bien sûr, bienvenue. Bien sûr, d'autres sont déjà manifestés. La particularité de notre service, c'est d'être un service numérique. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme une industrie avec des paliers de croissance qui impliquent des forts investissements pour pouvoir passer l'étape. Même dans un développement international, on a un investissement qui continue. C'est-à-dire qu'en fait, comme toutes les sociétés du numérique, plus on investit dans Prodige et plus on accélère dans le développement. Bien. Alors, je vous propose maintenant de nous expliquer le fonctionnement de Prodige. Mais avant ça, je vais rappeler que dès la fin de cette conférence de presse, vous pourrez la retrouver sur le Facebook du Presse Club de France et après, je pense, peut-être sur d'autres applications. N'hésitez pas à poser vos questions si elles arrivent. Et puis, sachez une chose, c'est que on avait envisagé de créer un dossier de presse et de faire des communiqués de presse par écrit, mais on s'est dit que comme nous sommes dans un univers immatériel, tous les journalistes recevront le dossier de presse et le communiqué presse par Internet, ce qui est logique et normal. Économe, on peut le retrouver. Alors, Roland, à vous pour la démonstration. Voilà. On y va, chers internautes et chers journalistes ici présents. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu avant ce que vous allez voir, qui va être un petit film qui projette la navigation à l'intérieur des Prodiges. La première chose sur laquelle nous allons arriver, c'est donc l'écran d'accueil que vous voyez là. Ces écrans-là, comme je vous l'expliquais au début, on est dans la version bêta. Elle est encore imparfaite. Et puis, elle est surtout appelée à évoluer très fortement. Et cet écran que vous voyez a déjà évolué. Il date d'hier. Donc, ce que vous voyez là, ce sont des univers. Ce sont des univers qui ont été créés par des participants, des followers que vous voyez nommés en haut, Catherine Andrieux, Arnaud Secnazy, Axel Mine. Les éditeurs
créent aussi leurs propres univers sur des thèmes de leur choix. Par exemple les prochains univers que l'on va créer sont les univers d'Actes Sud sur le théâtre, sur l'opéra. Des univers de... Ça tombe très bien avec l'anniversaire de l'Opéra de Paris. Absolument, tout à fait. Donc avec des ouvrages qui sont rattachés à ces univers et puis une animation qui va être développée par Actes Sud, donc en rajoutant des articles, comme je vous disais, toutes sortes de contenus multimédia qui vont tenir à jour en permanence. Et donc quelqu'un qui veut se renseigner sur l'opéra ou le théâtre va pouvoir avoir un état des lieux d'une certaine manière de cette vision-là, et puis pour approfondir, acquérir directement les ouvrages qui sont numériques, qui sont mis en ligne par Actes Sud. L'Harmattan va créer 2 domaines, un sur la laïcité et un sur l'autisme. C'est vraiment d'actualité. Absolument. Et puis un autre sur l'esclavage. Voilà. Donc les éditeurs vont créer leurs propres univers. Quand vous allez vous connecter, si vous n'êtes pas inscrit sur Prodige, vous allez voir un petit peu défiler comme ça l'ensemble des univers qui ont été créés. Donc ça sera au public le 14 juillet. Absolument. Ça sera au public. C'est une avant-première aujourd'hui pour la presse. C'est une avant-première aujourd'hui. Voilà. Tout à fait. Et pour les personnes qui sont sur Internet aujourd'hui, nos amis journalistes un peu partout en France et même outre-mer. Voilà. Et donc, très vite, quand vous allez être connecté, cette page d'accueil va être votre tableau de bord d'une certaine manière. Vous allez avoir en premier tous les univers qui sont, je dirais, les plus actifs dans les thèmes qui vous intéressent. Vous aurez ensuite vos univers à vous, et puis vous aurez les derniers univers, et chaque fois avec une indication de quel est leur degré d'activité. En gros, est-ce qu'ils sont très suivis, est-ce qu'ils sont très mis à jour, quels sont les nouveaux postes qui ont été mis, combien il y a eu de nouveaux postes, etc. Ce qui vous permet de choisir. Donc les univers que vous suivez aussi seront présents. Donc vous voyez, vous avez un tableau de bord où vous aurez toutes sortes d'univers. Allez-y. On y va. Donc il faut que je bascule de là sur le petit film. Nous sommes en direct. Absolument. Alors, voilà. Donc là, on imagine qu'on est connecté. Alors, c'est une simulation. Hein. Oui. Donc vous voyez la souris qui se déplace. Donc vous voyez les univers qui sont là. Alors, je précise qu'on peut accéder à tous ces univers sans être inscrit. On peut aller voir ce qu'il y a dans Prodige sans être inscrit. Si on s'inscrit, on peut à ce moment-là devenir actif. C'est-à-dire on peut liker, commenter, rajouter des univers, créer des univers. Voilà. Donc là, vous voyez que je vais plonger dans un univers, par exemple celui-là. J'arrive à l'intérieur de l'univers, donc j'ai des onglets, discussion, ouvrages. Là, je trouve tous les univers, les ouvrages que le créateur de l'univers a mis. Je plonge sur un des ouvrages. J'ai une description. Toute la discussion, bon, là, évidemment, on débute, donc elle est vide. Ici, j'aurai effectivement les caractéristiques de l'univers, de l'ouvrage. Et puis, je pourrai, en cliquant dessus, soit le mettre dans la liste d'envie de ma bibliothèque personnelle, soit l'acheter. L'acheter, je répète, c'est à partir de la rentrée littéraire. Là, vous voyez qu'on a rebondi d'un ouvrage vers un autre univers. Et on peut passer comme ça en permanence d'univers en univers, donc partir sur le thème de Cyrano de Bergerac, rebondir sur un univers qui peut être les Gascons, qui peut être Toulouse. Le Gers, ça peut être voilà, l'Occitanie. Voilà, ça peut être le courrier, l'aéropostale, puisqu'il partait de par là. Ah oui, il partait de Toulouse. Voilà, et donc du Sénégal et voilà, on peut ainsi rebondir d'univers en univers. Donc là, on crée en univers. Donc là, on est en train de créer un univers. Donc vous voyez que c'est assez rapide. Il faut qu'on précise dans quelle thématique on va le mettre, parce qu'évidemment, au début, Prodige ne connaît pas l'utilisateur. Donc il faut qu'il précise un peu les thèmes qu'il aime. Et on met un ouvrage. Moi, Antoine de Tounas, roi de Patagonie. Et on rajoute une photo. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à valider. Et l'univers est créé. Super. Voilà. Donc, pour faire tout ça, vous avez travaillé avec une équipe dont quelques-uns sont ici présents. Il en manque une, elle est repartie.
hein, donc, qui ont travaillé sur cette mise en place. Absolument. Et on les remercie aussi d'avoir fait ça. Quelles sont les évolutions que vous pouvez d'ores et déjà nous parler pour cet univers aujourd'hui? Alors, ces deux éléments, c'est comme je vous disais, les briques de base de toute une série d'innovations qu'on va introduire par la suite. Parmi les innovations qu'on va introduire, on va... premièrement, on va améliorer en permanence ce que vous avez vu, c'est-à-dire que par exemple dans les petits onglets, vous avez vu que c'est assez simple et intuitif de se balader, et en haut, il y a très peu de signes pour pouvoir s'y retrouver. On va rajouter un qui est la bibliothèque, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer sa propre bibliothèque personnelle. Elle sera composée à la base de 3 rubriques: livres en cours, livres lus, et puis mes listes d'envie. Et on va pouvoir l'ouvrir à qui on veut. Voilà. Donc ça, c'est une première évolution. L'évolution suivante, on va introduire par exemple un webinar d'ici la fin de l'année qui va permettre aux auteurs d'avoir des conférences en live avec leurs lecteurs. On va évidemment... La bibliothèque personnelle, bien entendu. Oui, oui, sa bibliothèque personnelle, absolument, c'est ce que j'avais dit. Et puis, on va bien sûr diffuser des livres audio. Et on va surtout introduire quelque chose qui est assez révolutionnaire, c'est de l'analyse sémantique et de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que... On ne va pas tout dévoiler, mais... On ne va pas tout dévoiler. C'est-à-dire qu'en fait, à partir d'un univers que vous avez créé, par exemple sur Cyrano, ou par exemple sur l'Argentine, ou peu importe, le système va être capable de l'analyse sémantique, les algorithmes qu'on utilise vont être capables de vous identifier d'autres univers qui parlent du même sujet, qui s'appellent pas de la même façon, qui parlent du même sujet, ou bien analyser, ou bien vous indiquer des ouvrages qui traitent de ce sujet-là. Voire dans l'étape suivante, où on va aller plus loin, le système sera capable de vous dire à quel passage de quel ouvrage est traité ce qui vous intéresse. Nous sommes donc question de Marc de Paris. Êtes-vous l'anti-Amazon? Amazon est américain, nous sommes français, c'est un peu différent. On n'est pas les mêmes... On l'attendait, cette question. On n'a pas les mêmes comment dire, conditions d'utilisation des données. Ça, c'est important. Ensuite, Amazon vend des livres. Nous offrons un service qui est très différent. C'est ça la French. Voilà, si vous voulez acheter un livre que vous connaissez, que vous avez en tête, c'est beaucoup plus efficace d'aller sur l'Amazon où vous l'achetez directement. Si en revanche, vous voulez plus que acheter un livre, si vous voulez le partager, si vous voulez creuser le sujet, l'enrichir, prolonger l'émotion que vous avez eue, vous ne trouverez pas ça sur Amazon. Vous trouvez ça que sur Prodige. Et c'est français. Absolument. La version 2, le streaming audio. Oui, alors, tout à fait. Donc ensuite, on va passer dans une version 2 qui là prend des choses qui existent déjà, c'est-à-dire du streaming. Qui permet de passer donc de son ordinateur à son smartphone ou sa tablette. On va aller plus loin puisqu'on va introduire du streaming audio. Donc en fait, vous pouvez commencer à lire un ouvrage sur votre ordinateur. Vous devez partir, vous passez sur votre tablette ou votre smartphone. Vous êtes à Paris, vous allez être coincé dans le métro, vous n'avez pas la place pour pouvoir lire, ou bien vous êtes à Marseille d'où nous venons et la lumière est telle que vous avez du mal à lire dehors. Et donc vous allez passer en audio et le livre va continuer à vous être lu. Donc vous ne perdez pas le fil de cette manière-là. Donc ça, c'est la deuxième révolution qu'on va introduire, mais surtout on va introduire, et là, une façon de lire totalement différente, sur lequel je ne vais pas m'étendre à ce niveau-là, mais on va être assez révolutionnaire dans le modèle de lecture et le modèle économique de la lecture. Ok, donc c'est la convergence de l'écrit, de l'audiovisuel et de l'interactivité que vous mettez en avant? Absolument, qui, selon nous, va effectivement révolutionner le monde. Alors, pour finir cet entretien, vous avez une vision particulière de l'entreprise aujourd'hui, mais je trouve que les startups d'aujourd'hui n'ont pas d'âge. Parce que qui dit start-up, on pense toujours à des jeunes qui s'installent soit à la station F ou ailleurs dans toute la France, un peu partout, ou comme à Toulouse, dans un endroit qui est assez surprenant, dans l'ancienne fac de médecine. Et
Vous avez votre âge et vous créez une start-up. Je trouve ça merveilleux quand même. Une start-up de vétérans. Absolument. Mais vous êtes entouré de plein de jeunes. Voilà, absolument. La moyenne d'âge de Prodige, c'est 40 ans. Donc c'est dans la moyenne d'âge des start-up en fin de compte. Je vois ce que vous faites allusion, ce dont vous faites allusion à propos de ma vision de l'entreprise, effectivement, que j'avais tiré de mon expérience de conseil en stratégie. C'est vrai que je considère qu'une entreprise qui aujourd'hui ne révolutionne pas son marché et qui n'est pas capable d'enchanter le réel a peu de chances de survivre longtemps, n'a pas vraiment de raison d'être. Parfait. Je vous remercie. On va poser, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Pour certains, sachez une chose, c'est que c'est en pleine évolution et que c'est sûr qu'après le 14 juillet, Roland Couture tenait à vous présenter en avant-première ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer et qui est 100% français. J'ai oublié de vous préciser, je ne l'ai peut-être pas projeté, effectivement, pour vous connecter sur Prodige, et donc il vous est réservé à vous, journalistes et aux partenaires. Il faut que vous alliez sur l'adresse Prodige, P-R-O-D-E-E-J. Et de votre partenaire .flexper, F-L-E-X-P-E-R.fr. Voilà. Flexper qui est donc l'équipe qui a codé et développé l'application, que je remercie aujourd'hui. Ils ont passé des jours et des nuits et des 24 heures entières pour pouvoir tout développer dans les délais qu'on leur avait fixés. Vraiment, ils ne sont pas seulement bons, ils sont aussi très impliqués. Bien. Quelques questions. Il est 11h52. Nous avons encore 8 minutes. Bonjour. Valentin Bonjour. Pat, journaliste pigiste. Merci pour votre propos d'explication. Alors, au-delà du fait que quelques maisons d'édition ont montré un intérêt pour votre plateforme, on l'a compris, avez-vous déjà été confronté à un refus catégorique d'une d'entre elles et pour quelles raisons? Et une deuxième question, éventuellement un peu plus anecdotique, mais est-ce qu'on peut vous qualifier de réseau social, au-delà d'une plateforme collaborative? Alors, en fait, on s'adresse à deux types de maisons d'édition. Premièrement, on a l'ambition de pouvoir couvrir des contenus qui vont depuis l'ouvrage technique ou académique jusqu'à la bande dessinée et au manga, en passant par tous les genres littéraires. Il y a des maisons d'édition qui sont déjà suffisamment grosses pour être présentes sur le net, qui ont leur propre système, etc. Celles-là, on se connecte directement sur leur système. C'est comme ça que fonctionne notre fonction achat. Va fonctionner la fonction achat. Et puis, il y a les petites maisons d'édition. Et les petites maisons d'édition n'ont pas toujours les moyens, et c'est souvent un obstacle, d'être présentes sur le net. Elles en sont conscientes, elles savent que c'est incontournable, qu'il faut qu'elles y aillent. Elles voient la montée ailleurs, à l'étranger, du livre numérique, mais elles n'ont pas les moyens. Et donc là, effectivement, elles ont plus d'hésitation à venir chez nous, mais notre offre est différente dans ce cas-là, parce que autant dans les grandes maisons d'édition, elles conservent leur contenu, et nous, on vient se greffer dessus, autant pour les petites maisons d'édition, on leur offre la possibilité d'héberger les contenus. Donc voilà un obstacle qu'on propose de lever, mais effectivement, au début, c'était l'investissement. Quand elles viennent chez nous, il n'y a pas d'investissement. Ok, si des maisons d'édition veulent vous contacter, il suffit de vous écrire, je suppose. Oui, c'est même plus simple. Sur l'inscription sur le réseau social qui va être en ligne, et puis après je répondrai à votre question de réseau social. Sur l'inscription, il y a « Je suis éditeur ». Et lorsqu'on clique sur ce bouton, on reçoit, nous, une information disant qu'un éditeur souhaite s'inscrire, et on le contacte, nous. Donc bienvenue à tous les éditeurs et les petits qui sont en province, absolument, un peu partout. Sur l'aspect réseau social, alors jusqu'à présent, il n'existait pas, en tout cas dans le domaine culturel, il n'existait pas de réseau social qui avait une fonction de vente. Soit c'était un modèle économique, le réseau social était financé par de la publicité, soit on était une plateforme de e-commerce, comme Amazon, et on n'avait pas de réseau social, ou très peu de possibilités d'échange. Nous, on est novateur dans le réseau social dans la mesure où il devient multimédia, où on peut, comme vous avez compris, mettre toutes sortes de contenus multimédia dedans. Et en plus, une des fonctions du réseau social, c'est de pouvoir acheter. Alors, est-ce que pour autant, on
peut continuer à s'appeler réseau social ou plateforme de e-commerce, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on a choisi le terme de... Et puis pour tout ce qu'on va mettre derrière, c'est-à-dire que c'est une vraie animation, on préfère utiliser le terme de plateforme collaborative. Donc chacun va se faire son prodige à lui. Chacun va se faire ses univers, son propre prodige, comme vous dites. Ouais. Une autre question. Oui, Christophe Bis, pardon, l'usine digitale. Une question et une précision. La question, mais justement, vous allez avoir beaucoup de données sur les habitudes de lecture. Est-ce que, comme le font les réseaux sociaux, même si vous n'en êtes pas un, vous allez être tenté un jour ou l'autre de les vendre, ou vous resterez dans un modèle purement marchand où vous ne tirerez vos ressources que de la vente de e-book? Et la précision, vous avez parlé de vos dépenses et vous avez parlé des relations avec les éditeurs et les auteurs. Vous les payez? J'ai pas bien compris ça. Non, non. Pardon. Alors, pour répondre sur votre deuxième question, on a simplement... les dépenses que j'évoquais, c'était des dépenses qu'on a dans des réunions, des petits déjeuners, etc. Tout ce genre de choses qu'on fait pour avoir une qualité de relation avec les maisons d'édition et surtout leurs auteurs qui soit bonne. Donc ça se limite à ça, on ne paye rien là-dessus. Sur l'autre question qui était... Les données, oui. Alors non, ça, les données, pour nous, on est différent d'un réseau social. Alors je reviens encore là-dessus. Sur un réseau social, principalement jusqu'aujourd'hui, vous vous affichez. Là, ce que vous faites sur Prodige, c'est plus que de vous afficher. Vous mettez ce que vous avez dans la tête, d'une certaine manière. Peut-être que demain, d'ailleurs, vous aurez envie de revenir, j'espère, dans 10 ans, en vous disant, tiens, quand j'avais lu ce livre, qu'est-ce que ça avait évoqué pour moi ? Ou peut-être que vous aurez envie de transmettre ce que vous avez dans la tête à quelqu'un d'autre, vos enfants, des collègues au travail ou ce genre de choses. Donc pour nous, c'est vraiment la personne qui est dedans. Donc les données qui sont absolument sacrées. On n'a pas du tout l'intention de les vendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en revanche utiliser les données pour analyser le marché en permanence, pour savoir quelles sont les tendances, ce qu'attendent les lecteurs, etc. J'ai cru comprendre que vous alliez prévu de créer un institut prodige des tendances culturelles. Absolument, tout à fait, pour analyser et restituer effectivement toutes les tendances de lecture des Français, et puis demain des Anglais, des Espagnols, etc. Mais voilà. Une autre question ? Oui, alors je m'appelle Marie-Hélène Bonneau, j'étais journaliste culture à France Télévisions et j'ai notamment travaillé pour une plateforme qui s'appelle Culturebox, que peut-être vous connaissez, oui, qui maintenant a été intégrée par le site de France Info. Moi, je voulais savoir, étant donné qu'il y a énormément de Français qui écrivent, est-ce que vous envisagez, puisque c'est participatif et collaboratif, de publier éventuellement des choses qui auraient été envoyées par des lecteurs ? On a vu qu'il y a eu beaucoup de succès de livres, enfin il y a eu des livres qui ont eu beaucoup de succès en étant diffusés sur Internet. Est-ce que c'est un projet pour vous ? Alors pour l'instant, notre politique, c'est effectivement de ne pas faire d'autopublication. On ne travaille qu'avec les maisons d'édition et on ne publie que des ouvrages qui ont été produits par des maisons d'édition. Ceci dit, en tant que lecteur, rien ne vous empêche, dans des univers que vous créez, de mettre des portions de votre ouvrage et de les faire, d'en discuter, de valider avec d'autres lecteurs. Mais vous ne pouvez pas, de façon individuelle, vendre vos productions sur Prodige. Ça passe automatiquement par la maison d'édition. Intéresser un éditeur, pas le vendre. Voilà, c'est à ça que je pensais, justement. Absolument, ça, tout à fait. Cela veut dire que si ceux qui écrivent ceux qui vont aller sur Prodige, ils peuvent très bien susciter l'intérêt d'un éditeur régional, national, international, que sais-je, mais parce que l'ouvrage va leur plaire. Je pense à une personne qui se trouve en Corse, qui a eu une aventure très surprenante il y a 10 ans, qui est d'une actualité d'aujourd'hui extraordinaire. On en reparlera. Et elle est venue vers moi en me disant comment je peux faire pour essayer de publier ce que j'ai vécu. C'est du vécu, on peut en faire un film de ce qu'elle a fait. J'ai lu le synopsis, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc je pense que Prodige peut être justement un révélateur quelque part d'auteurs et de les mettre en contact avec des éditeurs qui vont venir sur Prodige. Absolument. Ce que vous mettez sur Prodige, c'est lu par d'autres lecteurs, c'est lu par des auteurs et c'est lu par des éditeurs. Bien, écoutez, on est à l'heure, il est 11h59. Nous avions dit que nous ferions 1 heure maximum. Y a-t-il encore une autre question ? Oui ? Je vous en prie. Au début, vous avez parlé de mise en ligne de podcasts, donc vous n'êtes pas revenu dessus. J'imagine que c'est des podcasts qui ont trait au livre.
Il y a Mathieu Gallet qui vient de monter une plateforme qui s'appelle Magellan et qui a mis en ligne des émissions, notamment de France Inter, son ancienne maison, et qui a énormément de problèmes, justement, à cause de ça, d'avoir mis en ligne des podcasts d'émissions de radio. Ça c'est le problème de la responsabilité des contenus qui sont mis en ligne. Il y a des lois qui sont en train de passer sur ce domaine-là. Donc, c'est valable pour les textes comme pour les podcasts, bien évidemment. Donc, jusqu'à présent, la responsabilité de ce qui était mis en ligne était exclusivement du fait de l'auteur de la mise en ligne. Aujourd'hui, les plateformes ont de plus en plus de responsabilités à veiller à ça. On n'échappe pas à cette règle-là, quoi. Mais quant au podcast, c'est pas limité à des podcasts qui traitent de livres. Ça peut être. Je vous rappelle que les univers, ce sont des sujets dans lesquels s'inscrivent des livres, mais ce sont des sujets. Donc ça peut être des podcasts qui traitent de toute autre chose, qui traitent de voyage, qui traitent de philosophie, etc. Dans lequel le livre est un élément, mais pas simplement de livre. Bien, je pense qu'on va conclure. Roland Couture, merci pour cette présentation. Nous savons que nous allons informer les journalistes, les presque 1200 journalistes qui ont reçu l'invitation et qui recevront le dossier de presse et les communiqués de presse dans les jours à venir, sauront être les porte-parole de ce réseau social, entre guillemets, 100% français, pour reprendre un peu ça, et de dire qu'on espère tous, très vite, après le 14 juillet, se faire notre propre prodige et aller dans le culturel et pouvoir développer tous les univers culturels à venir. Merci Roland. Merci Jacques Lenel. À bientôt. Au revoir. Au revoir.